Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview en marge de la 69e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Amina Benkavra, directrice de l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc, décrypte avec nous dans cet entretien exclusif sur Africa 24 les enjeux et les perspectives de la signature d'accords historiques pour la mise en œuvre du projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Madame Amina Benkadra, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Marcel de me recevoir. C'est vrai. Vous avez procédé à la signature d'accords historiques du gazoduc Nigeria-Maroc après plusieurs années d'études techniques et de négociations. Une signature qui marque l'entrée en mise en œuvre du projet. En quoi ce cadre juridique renforce-t-il la crédibilité de ce projet? Cette signature constitue effectivement une étape majeure dans le développement du projet stratégique africain-atlantique entre le Nigeria et le Maroc, parce que ça renforce la cohésion de l'ensemble des États par la signature de cet accord intergouvernemental. Je voudrais rappeler au préalable que ce projet a été initié par Sa Majesté le Roi, grâce à sa vision clairvoyante d'une Afrique connectée, d'une Afrique intégrée, et ceci bien sûr avec son homologue feu le président Buhari. Et c'est un projet qui est aujourd'hui fortement soutenu par son Excellence le président Tinubu. Un projet d'intégration énergétique, mais également d'intégration économique et sociale. La signature de cet accord met en place un cadre juridique et un cadre de gouvernance auquel adhèrent tous les États et qui facilitera les étapes suivantes du développement du projet et qui consisteront bien sûr à avoir une gouvernance unifiée et un espace réglementaire adéquat entre l'ensemble des États, chaque État étant souverain, ayant ses propres dispositions. Et donc nous avons pendant plusieurs années travaillé de manière très rapprochée avec l'ensemble des États, avec également la CEDEAO, pour mettre en place ce cadre réglementaire et fiscal approprié au déroulé du projet. Alors, le projet relie 12 pays de la façade atlantique ouest africaine avant de rejoindre le Maroc. Comment cette infrastructure, selon vous, peut-elle réduire le déficit énergétique de plus de 400 millions d'habitants concernés et favoriser les échanges intra-africains? Alors, ce projet, émanant de la vision de Sa Majesté et du président nigérian, avait pour objectif dès le départ de pouvoir accélérer l'accès à l'énergie de l'ensemble des pays de la région, d'accélérer l'électrification de plusieurs de ces pays, de contribuer au développement économique et social et au développement des industries. Donc, au-delà de la composante énergétique, il y a aussi tout le développement industriel qui est derrière un projet de cette envergure. Il ne faut pas oublier que dans notre continent, il y a encore 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à une énergie durable. Et le continent dispose de ressources énergétiques de très grande qualité, notamment les ressources gazières. On en a au Nigeria, mais on en a aussi en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et ce gazoduc va être un moyen de pouvoir transporter le gaz disponible dans l'ensemble de ces pays et exporter également vers l'Europe pour assurer une intégration intégrale entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, ce projet revêt en lui-même des aspects extrêmement importants, comme je le disais, de développement économique et social, de développement industriel. Grâce à une énergie durable, nous allons pouvoir contribuer au développement de secteurs très énergivores. Je pense par exemple aux industries minières. Tous ces pays ont des richesses extrêmement importantes en minerais de fer, en bauxite, en minéraux stratégiques, qui ne demandent qu'à disposer d'une énergie durable qui pourrait être mise au service de ces développements pour création de plus de valeur ajoutée et plus de contenu local dans la transformation des chaînes de valeur des matières premières. Et ça va aussi également accompagner des développements de secteurs comme le ciment, comme l'acier et bien d'autres au service du développement intégré de notre région. Au-delà de l'exportation de gaz, les revenus cumulés attendus sont estimés à 500 milliards de dollars sur plusieurs décennies pour les pays traversés. Quelles retombées économiques concrètes pour ces pays traversés en termes de transit, de recettes de transit, de développement d'infrastructures, d'industrialisation et de création d'emplois? Écoutez, je ne peux pas garantir ce chiffre parce que ce n'est pas un chiffre que nous utilisons de 500 milliards de dollars de revenus sur toute la période. Bien sûr que ce projet, avec toutes les études que nous avons faites d'ingénierie détaillée, d'évaluation économique et financière, est un projet rentable. Et donc les revenus, je dirais plutôt, c'est à partir donc, de ces revenus de gaz
qui pourrait apporter des revenus aux pays concernés à travers l'impact sur les développements industriels qui vont en découler. C'est également de redevances qui seront versées aux États annuellement pour le transit de ce gaz. Et donc, globalement, les retombées sur les pays sont importantes. D'abord en termes de disponibilité d'une énergie pour le développement de leur secteur industriel, les redevances de transit et bien sûr toutes les créations d'emplois et de contenu local que nous avons chiffrées pratiquement par sous-région, de manière à pouvoir assurer pendant toute la phase et de construction et de développement l'émergence également au sein de nos pays de capacités humaines, de capacités d'ingénierie, de techniciens et également de contenu local à travers l'adhésion et la participation des petites sociétés, des moyennes sociétés à la contribution de ce grand projet stratégique. Donc les retombées sont très diversifiées, pas uniquement financières. La stabilité politique et sécuritaire dans les différents pays traversés par le gazoduc représente un élément majeur. Selon vous, comment les États partenaires comptent-ils garantir la sécurité des installations et assurer l'approvisionnement? La sécurité est une priorité absolue pour tous nos pays dans la région. Elle est prise en considération dans le développement de ce projet. Et l'accord intergouvernemental signé aujourd'hui en est une des preuves probantes, puisque l'ensemble des pays s'engagent à assurer le développement sécurisé de ce projet à travers un cadre réglementaire, une gouvernance, une protection des installations, une capacité à laisser le gaz se développer dans les régions. Donc tous les pays sont engagés pour assurer les meilleures conditions de développement du projet et la signature en est un témoignage et une adhésion que tous les États sont concernés par cette question d'assurer la sécurité de ce gazoduc. Alors que de nombreux pays s'engagent vers la neutralité carbone, comment concilier les investissements dans le gaz naturel avec les engagements africains, internationaux en matière de transition énergétique? Tout d'abord, je voudrais dire qu'on ne doit pas opposer le gaz naturel à la transition énergétique. Le gaz naturel est la colonne vertébrale de la transition énergétique. Nous sommes dans une région, et le Maroc est un pays qui a démontré depuis déjà 2 décennies, grâce à la vision royale, sa volonté d'un développement durable, d'un développement des énergies renouvelables. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, le gaz naturel est essentiel à l'équilibre des réseaux et c'est une ressource extrêmement importante dans un certain nombre de secteurs très énergivores qui ne pourront pas se développer qu'avec des énergies renouvelables. Par exemple, le cas des industries minières, de leur transformation pour aller jusqu'au métal et aux produits finis transformés. Et donc le gaz, c'est la colonne vertébrale. De plus, l'Afrique dispose de gaz dans des proportions extrêmement importantes, du gaz de qualité qui doit être développé au service de ces populations. N'oublions pas que 600 millions d'Africains n'ont pas d'accès à l'énergie, utilisent des sources d'énergie très polluantes et donc avec le développement et l'accélération de l'électrification et l'accès à une énergie durable comme le gaz, on va contribuer à atténuer les impacts de cette énergie un petit peu polluante qui est aujourd'hui utilisée dans un certain nombre de contrées et de foyers parce qu'on utilise encore le fioul et les substances, le bois et d'autres substances qui ne sont pas du tout au service de la préservation de l'environnement. Donc le gaz, pour moi, est un gaz qu'on peut considérer une énergie durable. Et dans le cadre des perspectives à long terme, quel calendrier peut-on envisager après cette formalisation de l'accord intergouvernemental, notamment pour les appels d'offres, les premiers travaux, la construction des différentes sections et la mise en œuvre progressive de cette infrastructure d'envergure? Alors, je disais au début de mon intervention que la signature de l'accord intergouvernemental aujourd'hui par les chefs d'État était une étape importante dans le processus d'avancement du projet. La prochaine étape sera celle de la signature au Maroc par Sa Majesté et la Mauritanie en présence du président nigérian de l'accord global. Il va y avoir l'ensemble des pays. Et ce sera également l'occasion de l'annonce de la création de la société de projet qui sera installée à Casablanca et de la haute autorité du gazoduc qui sera installée à Abuja. Et avec la création de la SPV, nous nous donnons bien sûr les conditions
de gestion, de gouvernance d'un projet de cette envergure, puisque c'est la société qui sera en charge de finaliser l'ensemble des aspects qui restent encore à compléter sur le plan commercial et sur le plan de l'achat de la molécule de gaz, de la négociation des accords de transport et également de la demande dans les différents marchés qui ont été étudiés dans les différents pays. Et avec ces différentes composantes, on pourra aller très rapidement vers la décision finale d'investissement. Donc on attend très probablement un démarrage vers le début de la prochaine décennie à partir de 2031. Et c'est donc la société de projet qui sera en charge de tous ces aspects et qui donnera véritablement toute la crédibilité et la confiance aux investisseurs potentiels qui seront recherchés pour accompagner le projet. Madame Amina Benkadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc, merci d'avoir été l'invitée d'Africa 24. Je vous remercie, Marcel. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition exclusive de l'interview sur Africa 24 à retrouver en replay sur l'application MyAfrica 24 et sur tous nos canaux de diffusion.